Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. On fait la grève ce matin. Cette semaine, on fait la grève avec Caroline Senneville, qui est la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, qui représente plus de 330 000 membres au Québec, des travailleurs qui se syndiquent pour des meilleures conditions de travail. Puis, en fait, on apprend à mieux connaître qui est Caroline Senneville, premièrement. C'est quoi son parcours, comment elle est passée de prof de littérature au cégep à président de la CSN, et aussi des enjeux d'actualité comme Amazon qui a décidé de fermer des usines après des entrepôts. Après que les employés ont essayé de se syndiquer. On parle aussi du projet de loi 89, un projet de loi qui pourrait restreindre le droit de grève pour certains secteurs. Donc, une conversation super intéressante où on apprend à mieux connaître en fait le côté syndical de la société finalement, puis de leur importance, leur pertinence, leur revendication, leur pourquoi ils existent. Puis après, vous ferez bien votre propre opinion si vous êtes pro ouais, c'est ça. contre. Les syndicats ont quand même mauvaise presse, ou je sais pas pourquoi mauvaise réputation, mais c'est tellement essentiel. Un syndicat pour les conditions de travail, surtout quand tu réalises, on en parle un petit peu pendant le podcast, mais l'inégalité complète dans la société. Puis, tu sais, on parle pas vraiment de PME là, dans un podcast comme ça. Tu sais, c'est pas une question de comme restreindre la croissance des petites entreprises. Là, on parle de méga entreprises où est-ce que les PDG sont des milliardaires qui s'en vont sur la Lune et où est-ce qu'ils font 300 fois le salaire, même minimum 300 fois le salaire de leurs employés. Là, fait que c'est nécessaire. Puis on apprend à plus voir justement la nécessité des syndicats dans cette conversation-là. J'ai vraiment aimé ça. Fait qu'on vous souhaite une bonne écoute. Puis bon podcast. Bon podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par une de mes compagnies préférées, Altitude Sport, qui est une boutique de vente en ligne de vêtements et d'équipements de plein air. C'est une compagnie canadienne basée à Montréal. Puis c'est une boutique 100% en ligne qui regroupe plus de 400 marques de plein air. Par exemple, pour les souliers de course, ils ont toutes les plus grandes marques. Ils ont Hoka, The North Face, New Balance, pour ne nommer que ceux-là. Et en plus de ça, si vous voulez encourager Canadiens, ben, il y a au-dessus de 60 marques canadiennes. Il y a un programme de membres qui est super intéressant. Vous pouvez avoir des retours gratuits et des offres exclusives. Et vraiment, ce que je trouve incroyable de Altitude Sport, c'est la livraison. Ça n'a pas de sens. Ridiculement rapide. À Montréal, tu peux recevoir ta commande la journée même. Donc, tu as besoin de linge de sport pour ta course du soir, ben, tu es capable de l'avoir. Puis sinon, partout au Canada, livraison le lendemain. Donc, c'est assez exceptionnel. Magasiner sur Altitude Sport et économiser jusqu'à 20% sur la première commande avec le code Sans Filtre. Alors, toutes les informations sont dans la description. Alors, je vous encourage fortement à cliquer sur le lien. Tu cliques là-dessus. T'achètes ton linge de sport, t'achètes tes souliers, tes affaires, tu reçois ça la journée même ou le lendemain, tu pars courir, merci, bonsoir. 20%, c'est pas rien. 20%, c'est quelque chose. Merci. Yes, sir. Ça roule. Merci beaucoup de rentrer dans une fonction officielle un samedi. Ça fait partie. C'est pas le premier samedi où je travaille. Ce sera pas le premier, puis ce sera pas le dernier. Ça sera non pas plus. le dernier. Quand tu fais la négo du secteur public aussi, des fois, on règle jamais de négo à 8 h le soir. Hein? On dirait qu'il faut que ce soit en plein milieu de la nuit. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, tu vois, j'imagine que j'ai jamais fait assez de négo dans ma vie pour me rendre là. Puis pas juste dans le secteur public. Là. Ouais. Non. Est-ce Quand, que tout le monde est tanné, tout le monde veut que ça finisse, tout le monde est fatigué. Pour l'avoir vécu, il y a comme un momentum, on s'ambitionne. Ouais. Fait qu'on se dit, ça achève. Puis il y a toujours comme des petits détails, qu'on pense que tout est attaché, mais non, il reste des petits détails. Puis tu veux pas perdre le momentum, ça fait que tu restes. Ouais. Puis même le week-end, parce que j'aurais eu l'idée que le monde, il ferme tout le week-end. Là. Non. Ah ouais, hein? Non. Puis surtout quand il y a des gens qui sont en grève ou en local, mais là...
le comité de négociation. J'avoue que c'est un peu poche. Si t'es en train de négocier, puis là, c'est comme, bon, 5 heures vendredi soir, on se revoit la semaine prochaine. C'est avec des fériés puis tout. Exact. Non, mais encore une fois, c'est une question de timing. À un moment donné, les partis vont se dire, on va retourner dans nos terres. T'sais, on a des travaux à faire de part et d'autre. Là, autant il y a des momentum, puis on se dit, là, on s'ambitionne, puis on va rester jusqu'à 2 heures du matin s'il le faut. Autant, des fois, on va dire, là, c'est un peu stérile. On va retourner de part et d'autre, étudier des affaires, trouver des solutions, peut-être faire baisser la tension un peu, puis on se reverra. On se donne 24 heures, on se donne 48 heures. Donc, c'est vraiment une dynamique, la négociation. Est-ce qu'il y a... Là, c'était pas par ça que je pensais commencer, mais est-ce qu'il y a vraiment des... À quel point est-ce que les relations interpersonnelles, puis les connexions, puis les relations humaines sont importantes dans des négociations comme celles auxquelles tu prends part? Là? Oui. Ben, d'abord, moi, je négocie rarement. Rendu à la présidence de la CSN, là, je parle d'expérience passée, puis souvent, dans le rôle que je joue, je vais arriver à la toute fin de la négociation, surtout dans la négociation du secteur public. Là, ailleurs, bon, il y a comme... C'est très hiérarchisé. Hein? Il y a le conseiller, après ça, il y a son coordonnateur, après ça, il y a quelqu'un de l'exécutif de la CSN qui peut venir en appui. Donc je parle d'expérience passée. Mais oui, ça tombe dans les relations humaines. Des fois même, ça peut faire partie d'une stratégie pour faire avancer la négo, de dire on va mettre d'autres personnes. Tu sais, on va, en bon français ou en très mauvais français, upgrader la table. Puis c'est là que, par exemple, upgrader la table, c'est quand même un terme. C'est pas quand t'es à la table, tu vas dire, ouais, check, on va upgrader un peu la table. Oui, c'est pour ça que ça prend beaucoup de doigté, mais... Les bons négociateurs vont le sentir, vont dire, ouais, là, tu sais... C'est pas leur temps, là. Ouais. Ça s'est morpionné un peu, là. Fait que oui, les relations interpersonnelles... on est des humains. Ouais. Puis de l'autre côté de la table aussi, là. Donc, c'est tellement des gros enjeux, puis des gros... Tu sais, moi, mettons, dans les petites négociations que j'ai faites de ma vie d'entrepreneur, c'est... Souvent, c'est pour des niaiseries, là, tu sais. Puis souvent, là, tu sens que l'ego commence à embarquer, puis là, tu sens que ton ego fait que tu perds la négo. Mais là, c'est tellement gros qu'à un moment donné, faut vraiment que tu sois capable de juste tasser ton ego puis faire, écoute, c'est pas pour moi la négo. Là, exact. Puis c'est pour ça qu'on travaille en équipe aussi. Tu sais, à la CSN, chaque syndicat est autonome, chaque syndicat élit son propre comité de négociation. C'est des travailleurs, des travailleuses de l'unité, comme tout le monde. Puis, ben, tu sais, 4, 5 personnes. Le président du syndicat, des fois, est à la table de négo, des fois, il l'est pas. Donc, quand je disais, là, des fois, on sortit, puis on fait des caucus, mais c'était à eux autres aussi, là, de faire la part des choses, puis de dire, ben, faut pas oublier tel département, puis là, on n'est pas là pour nous autres, on est là pour toute la gang, parce qu'ultimement, l'entente de principe, elle va être présentée à l'Assemblée générale, puis les gens vont voter à scrutin secret. Ça fait qu'il faut que tu présentes quelque chose qui va faire l'affaire de la majorité. Fait que, oui, c'est toutes des games qui peuvent se jouer, effectivement, en négociation. C'est pas ce que nous, on voit nécessairement non plus. Là. Non. Ni ce qu'on entend, ni ce qui est couvert dans les médias. Non, non. Puis ce qui se passe à la table de négociation, c'est comme la chaloupe. Hein? Oui, ce qui se passe, c'est comme la chaloupe. Ouais, ou Las Vegas ou la chaloupe, là, les deux. C'est peut-être plus une chaloupe que Las Vegas, par exemple. C'est pas le même genre de choses qui se passent. Non, c'est ça. Ça serait intéressant, peut-être. Je sais pas, toi, on s'est pas parlé de notre plan aujourd'hui, où on voulait mener la conversation, mais il y a plein d'enjeux actuels qu'on peut définitivement discuter, puis je pense que ça va être super intéressant, mais ça serait le fun aussi, comme on a le temps aujourd'hui, de partir d'un peu plus loin, puis d'apprendre à vous connaître un peu plus, peut-être. Puis, tu sais, justement, on parlait, vous venez de Québec, étudiante en littérature, prof de littérature au cégep, comment qu'on part de là, puis on finit président de la CSN, là? Ça serait intéressant de faire un petit peu le parcours, là, finalement. Ben, c'est un mélange de valeurs que je portais, tu sais, depuis toujours, puis de hasard, on va se le dire. La vie, c'est ça, souvent. C'est ça. Ben, moi, c'est ça. Mon parcours, c'est... Ben, d'abord, peut-être que je commencerais... Moi, j'ai tripé comme étudiante au cégep. J'ai fait mon cégep à Rimouski. Puis c'est un cégep...
dans les années 80, quand j'étais là, quand il se passait quelque chose en ville, la moitié du temps, c'est parce que ça se passait au cégep. Puis c'est un cégep qui avait beaucoup d'étudiants du Nouveau-Brunswick, de toute la Gaspésie, une partie de la Côte-Nord aussi. Ouais. Donc, moi, j'avais étudié au secondaire en Outaouais. Pour moi, c'était vraiment différent. C'est la famille a bougé? Ben, j'habitais avec ma mère en Outaouais, puis je suis allée vivre avec mon père pour faire mon cégep. Ouais, donc, pas en même place. Là. Pas en même place. C'est que je connaissais Rimouski, tu sais, parce que je visitais mon père, etc. Je n'étais pas totalement en terrain inconnu. Mais bref, j'ai tripé au cégep. C'est soit les 2 pires années de ta vie ou les 4 meilleures. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, ça a été deux écarts. Ça m'a pris un cours d'été pour finir mon deck. J'étais dans l'association étudiante, j'étais dans la radio étudiante. Vraiment, là, j'ai aimé le cégep. Et quand je m'en allais au cégep pour m'en aller en administration, croyez-le ou non. Puis, non, finalement, ça a fait comme non. Et j'ai viré en littérature dans l'objectif de devenir prof au cégep. Vraiment. On a eu le même parcours. Je suis rentré au cégep en admin, gestion d'entreprise, puis j'ai fait switcher en arts et lettres, littérature après une session. Bon, ben moi, j'ai fini. J'ai fait. De la CSN, quoi. Oui, c'est ça. Fait que, bref, j'ai fait un parcours en littérature, en pédagogie, un petit peu en histoire de l'art, puis j'ai été engagée au cégep de Limoilou en 1990. Puis j'ai été assez chanceuse parce que j'ai travaillé 1 an à temps partiel, puis après ça, tout de suite à temps plein. Puis je me suis impliquée, tu sais, tranquillement dans des affaires syndicales. En 95, la grève, on demandait quelqu'un pour s'occuper d'une ligne de piquetage parce qu'au cégep, il y a plein d'entrées, puis il faut apprendre des lignes de piquetage à toutes les entrées. J'ai levé la main, puis j'ai aimé ça. Parce que c'était quelque chose qui rejoignait tes valeurs profondes? Puis qu'est-ce qui te mobilisait dans l'action, dans la grève? Est-ce que c'était le concept de la grève ou les sujets sous-jacents puis les combats sous-jacents? Les sujets sous-jacents, c'était travailler avec mes collègues à défendre notre profession, puis ce faisant, travailler pour le bien des étudiants, des étudiantes. Donc ça, puis après ça, ben c'est quand tu fais du syndicalisme, tu te mets au service de tes collègues. Moi, je disais, dans mon syndicat local, mon principal outil de travail, c'est la boîte de Kleenex. Là. Les gens viennent te voir au syndicat souvent parce qu'ils vivent des situations difficiles. Donc, puis ça, c'est un peu comme enseigner aussi. Enseigner, c'est pas un trip intellectuel. Enseigner, c'est une relation d'aide. Puis c'est vraiment une relation. Il faut que tu rentres en relation avec les jeunes. Puis c'est ça, quand tu commences, ben, tu défends tes collègues, tu défends ta profession. J'ai fait ça pendant 4 ans. C'était quoi les enjeux, c'était quoi les injustices ou du moins les conditions qui n'étaient pas, selon toi, à point à cette époque-là? Écoutez, dans le secteur public, c'est des augmentations salariales. En fait, il y a des années, on était content de ne pas être coupé parce qu'on avait vécu des baisses de salaire de 1%, on a connu des gels de salaire, on a connu des augmentations 0,5, 0,75. C'est pas l'inflation. L'inflation n'était peut-être pas à 6% à ce moment-là, là, mais quand même. Beaucoup la précarité aussi, lutter contre la précarité, faire en sorte que les jeunes profs qui rentrent puissent avoir des postes, puis on peut se consolider les postes pour travailler. L'autonomie professionnelle, une liberté académique. Les cégeps fonctionnent, les profs sont réunis en départements, c'est eux autres qui ont la mainmise pédagogique sur leurs cours, c'est de l'enseignement supérieur. La défense des cégeps aussi, parce que là, c'est moins vrai, mais il y a beaucoup de monde, hein, ça a pris du temps au Québec à s'habituer de l'idée des cégeps, puis que, mon doux, ça serait... Pourquoi on est seul à avoir des cégeps? Puis alors, défendre les cégeps eux-mêmes. Le concept du cégep. Donc, c'est pas mal tout ça là, qui était, je dirais, les combats importants dans ces années-là. Là. Donc, de là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, comme syndicat de profs de cégep, on était, on l'est toujours, mon syndicat est toujours affilié à la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, qui est une des 8 fédérations professionnelles de la CSN. Donc, en 2001, il y a un poste qui s'est libéré, il y a quelqu'un du comité exécutif de la FNEC, pour les intimes, qui est parti. Elle a quitté son poste et j'ai rarement voulu quelque chose comme ça dans ma vie. Ah ouais? Ah oui. Je me suis présentée, il y a eu des élections, et j'ai été élue 2e vice-présidente. Ça, c'était au mois de mai 2001.
C'est les membres qui oui, ben en élisent? fait, c'est une démocratie indirecte là, dans le sens qu'il y a un congrès. Okay. Puis, tu sais, chaque syndicat a une délégation au congrès. Puis c'est comme ça qu'on vote. Là, c'est pas... donc, c'est pas un scrutin universel. Là, c'est pas mettons, ben, à ce moment-là, il y avait à peu près 30 000 membres à la FNEC. C'est une démocratie représentative. Donc, voilà. Puis, je suis restée à l'exécutif de la FNEC jusqu'en 2017. Je pense que j'ai brisé un record. Je pense que j'ai été une des personnes qui a été le plus longtemps à l'exécutif de la FNEC. J'ai été vice-présidente, j'ai été secrétaire générale, trésorière. J'ai été présidente en 2012. J'ai été élue pendant la grève des carrés rouges en 2012. Quand on sait que le membership de la FNEC, c'est des profs de cégep, des chargés de cours d'université. Fait que, disons que c'est ça, j'ai été plongée dans la piscine. Est-ce que les revendications étudiantes, c'était quoi votre rôle à jouer dans cet écosystème-là? Ben, c'était pas notre grève, c'était celle des étudiants, mais le combat des étudiants pour avoir accès à l'enseignement supérieur le moins cher possible, c'est le combat de tout le personnel qui travaille. Puis là, je parle des profs, là, mais tout le personnel de soutien, le personnel de professionnel. On voit ça. Il y a des cégeps où il y a des banques alimentaires pour les étudiants. J'ai des cégeps, là, mais il y en a dans les universités aussi. Donc, il ne faut pas que les études soient pour l'élite. C'est un des combats de la Révolution tranquille. Quand on a créé le ministère de l'Éducation en 1964 au Québec, il y avait juste les populations afro-américaines aux États-Unis qui étaient moins scolarisées que nous. Donc, il y avait 12 % des gars qui avaient un cours classique en 1959, 1 % des filles. Puis le cours classique, c'était la voie royale pour entrer à l'université. C'est que ça vous donne une idée, là. Fait que, alors que maintenant, au moment où on se parle, puis ça, c'est un des gains des cégeps, on est la population en Amérique du Nord, puis au Canada, où il y a le plus la plus grande proportion de la population qui a des études postsecondaires parce que, justement, les cégeps sont accessibles. Une relation directe là, entre les frais scolaires. Accessible financièrement, puis géographiquement aussi. Les 2 tiers des villes où il y a des cégeps au Québec, il n'y a pas d'université. Donc, ça, c'est un combat. Alors, puis après ça, ben, tu sais, la fameuse loi spéciale qui nous forçait à enseigner. Hein? On pouvait être... je me souviens, nous, on avait... Puis ça, c'est merci à la CSN, là, mais la CSN nous avait dit... oui, vous vous présentez en classe, mais si les conditions d'enseignement ne sont pas là, puis s'il y a quelqu'un de l'association étudiante qui rentre, puis je prends une image, là, mais lance des poules partout, puis vous ne pouvez pas enseigner, ben nous, on va être là pour vous défendre parce que on ne peut pas ordonner à quelqu'un d'enseigner si les conditions pédagogiques ne sont pas là. Je me rappelle, il y avait des professeurs qui arrivaient puis qui faisaient juste se pointer le matin, ils voyaient qu'il y avait du piquetage, puis ils disaient genre, bon, on a essayé. Ben oui, non, puis c'est ça. Puis, nous, on disait, ben, on va se déployer sur les campus pour être témoin de ce qui se passe si jamais, tu sais, parce qu'ils sont loi spéciale, si jamais c'est judiciarisé. Puis, tu sais, je me souviens de l'anti-émeute paradée à l'Université de Montréal. Ça fait un choc. Oui, c'est une image forte, là, quand même. Hein? Quand c'est des jeunes qui revendiquent pour les droits d'étudier. Puis on avait déjà parlé de ça. Notre deuxième podcast, c'était avec Gabriel Nadeau-Dubois. Le deuxième, là, on est rendu quasiment au 300e. Là, mais notre deuxième, il y a 7 ans, oui, c'est ça. Il y a 7 ans, oui. Puis je me rappelle d'un commentaire, il y avait quelqu'un qui avait... je sais pas si tu te rappelles de ça. Il avait commenté un espèce de paragraphe, mais à le lire, parce qu'on... Dans la conversation, pas qu'on banalisait cet événement-là, mais on en parlait comme étant quasiment des bons souvenirs de nos vies, là, des moments charnières. Puis il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait répondu, il avait l'air d'être écorché, comme s'il était allé à la guerre au Vietnam. Là. Il nous parlait là, de comme là, les gars, vous parlez avec tellement de légèreté de quelque chose d'aussi traumatique. Des violences qu'ils avaient vécues. Puis nous, on était les deux étudiants à l'université à Québec. Et, c'était quand même un peu plus soft là, les manifestations, puis tout ça. Pis, tandis qu'à Montréal, il y a vraiment des gens qui Qui sont fait poivrer. Qui sont fait battre, qui sont fait. C'est fou. Mais moi, on allait à des manifs, là, puis j'ai été témoin de 2-3 affaires. Puis moi, j'étais pas, mais quand il y a des gens qui sont allés à Victoriaville, au congrès du Parti libéral, moi, j'ai du monde qui sont revenus, là, puis je pouvais, en tout cas, très ébranlé. Très ébranlé. Éric Duhem parlait d'ailleurs de ce sujet-là. Il disait, ah ouais, là. Le monde Arthabasca sont encore traumatisés des
des manifs de Victoriaville durant la grève étudiante. Ah ouais, hein? Ouais. Mais, ouais. Mais c'était le chaos social, on va se le dire. Là. Ouais. Puis les casseroles. Puis, c'est quand même parmi les plus grosses manifestations qu'on a vécues. Il y avait celle autour de la guerre en Irak, là, où on avait dépassé 200 000. Là, mais sinon, en tout cas, c'est une page importante de notre histoire. Ouais. Qu'on soit étudiant ou pas étudiant, qu'on soit dans le domaine de l'enseignement ou pas, ça a été un gros débat de société. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me souviens, par exemple, de l'argument... pourquoi un concierge paierait pour les études d'un médecin? Puis, moi, je répondais, c'est parce qu'après ça, le médecin soigne gratuitement le concierge, tu sais. Alors, tu sais, c'est ça l'idée, c'est on met en commun nos ressources via les impôts puis les taxes pour se doter des services dont tout le monde a besoin, la santé, l'éducation au premier chef. Exact. Puis ça l'a politisé toute notre génération, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Puis moi, je m'en rappelle, tu sais, j'avais pas beaucoup d'opinions par rapport à la grève ou au syndicalisme là, avant d'arriver à l'université. Où est-ce que, pour retourner au passé littéraire, j'avais lu Germinal d'Émile Zola, puis c'était un peu avant la grève étudiante. Puis ce livre-là, c'est probablement le livre qui a eu le plus gros impact sur ma vie en termes de compréhension du monde, là, puis en termes d'ouverture sur un concept précis, là, qui était le concept de grève dans cette situation-là. Puis je me rappelle, après ça, quand c'était arrivé, toute la grève étudiante, on dirait que les deux affaires se sont comme mis ensemble, puis j'ai fait genre, c'est ça, dans le fond. C'est ça que je lisais, c'est à ça que ça sert, la mobilisation, puis le levier qu'est la grève, en fait. Puis j'ai comme compris à ce moment-là l'importance de ça. Puis non, ça m'a quand même marqué. Ouais. Là, je vais aller quelque part où tu ne me verras pas aller. C'est à ça que ça sert, la littérature. Exactement. Aussi, oui. Mais ça, en plus de me faire comprendre tout ça, ça m'a fait comprendre aussi... j'avais déjà compris d'autres parts, mais quand tu lis Germinal, parce que pour prendre un petit peu plus de temps sur ce livre-là, c'est le naturalisme d'Émile Zola, puis c'est la plus claire représentation de ce que la littérature peut te faire ressentir. Il décrit des scènes, c'est des gens qui sont dans la mine, dans le fond. Puis l'amener, ils décident, parce que leurs conditions de travail sont exécrables. Des gens, y compris des enfants. Hein? Oui, exact. Puis quand il décrit les mineurs, là, puis là, pas les mineurs jeunes, mais des mineurs qui sont dans la mine, puis qu'il décrit les conditions de travail dans la mine, t'es dans la mine quand tu le lis. C'est tellement réel, puis ça m'avait vraiment marqué, ce livre-là, puis ça avait changé complètement ma vision de cet enjeu-là, principalement. Puis effectivement, la littérature, moi, c'est beaucoup de choses comme ça qui sont tellement marquantes, mais celle-là, ça n'est un des plus marquants, là, je pense. Ouais. Puis faire partie d'un mouvement, moi aussi, ça m'a fait cet éveil-là, puis de passer au début des revendications, justement, être semi-politisé, puis là, mais être dans un programme où est-ce que les gens sont très mobilisés, en art en général, souvent les gens sont plus mobilisés. Moi, j'étais en musique. Puis passer de, voyons, moi, je veux juste aller mes cours puis faire mes affaires, à comprendre que tu fais partie d'un tout, que tu fais partie d'une équipe, puis que ces revendications-là, justement, ils te dépassent, puis là, te sentir que tu prends part à un mouvement, puis tout ça, puis il y a vraiment quelque chose de... Le genre de sentiment d'appartenance que ça crée, puis le sentiment de faire partie d'une mission collective, c'est très galvanisant. En tout cas, bref. Moi, ça a été justement aussi un game, un changement de paradigme. Un game changer. Dis-le. Un changement de jeu. J'essayais de trouver le... Mais oui, puis aussi, puis là, on s'éloigne un petit peu du sujet du jour, mais aussi pour des gens comme nous, moi, d'entendre les témoignages, pendant la grève étudiante, d'entendre les témoignages des gens qui n'avaient pas notre privilège, puis de prendre en compte notre privilège. Nous, on vient d'une famille aisée qui n'ont jamais eu... Les frais de scolarité auraient augmenté, on serait quand même allé à l'école, tu sais. Mais d'entendre les témoignages des gens qui ne l'étaient pas, fait que de prendre conscience de notre propre privilège, puis de comprendre que, tu sais, la pauvreté, c'est générationnel aussi, là, tu sais. Puis comme si t'as pas les moyens d'envoyer ton enfant à l'école, mais il y aura pas les moyens d'envoyer les siens à l'école. Puis comme c'est comme ça que la roue tourne, puis de prendre conscience de ça. Quand même, moment charnière. Ouais.
En tout cas. Oui, mais c'est ça. J'ai envie de citer mon cours de catéchèse de secondaire 1. Là, nul n'est une île. Ouais. Tu sais, puis effectivement, il y a des gens avant nous qui se sont battus pour des affaires dont on bénéficie maintenant. Tu sais, mettons comme femme, là, le droit de vote pour les femmes, le droit à l'avortement, l'équité salariale, les garderies, les congés parentaux. Moi, ma mère a fait la grève pour avoir... C'était révolutionnaire à l'époque, là. Il a fallu qu'elle fasse la grève pour avoir... Ben, sa famille était faite, puis elle m'avait dit, je le fais pas pour moi, je le fais plus pour toi. Mais elle a fait la grève pour avoir droit à des congés de maternité payés. Maintenant, c'est une évidence. Mais on oublie. Donc, il y a cette transmission-là dans le temps. Puis après ça, ben effectivement, ce qu'on fait, ça a un impact sur les autres. Puis on le voit aussi dans le débat sur environnemental. Tu sais, on peut pas se dire, je suis tout seul. Il y a juste moi, puis juste moi puis ma gang. Non, ce qu'on fait a des impacts sur les autres, puisque les autres font un impact sur nous. Puis des fois, on prend beaucoup de choses pour acquises. Puis, par exemple, quand tu voyages puis que tu vas dans des sociétés beaucoup plus inégalitaires, l'enjeu sécuritaire est rapidement là, puis encore une fois, encore plus pour une femme, mais pouvoir se promener à Montréal, dans la rue, tranquillement, c'est une richesse sociale. Là. Moi, quand je suis allée en Afrique du Sud, tant que le soleil tombait, les gens de l'hôtel ne nous laissaient pas sortir. Ouais. Ils nous empêchaient de sortir. Ils disaient, si tu veux aller quelque part, nous allons t'appeler un taxi, puis on va te faire rentrer dans le taxi. Alors, soudainement, tu as ce poids-là de... Bon, après ça, quand tu vas dans des endroits, par exemple, où il n'y a pas de canalisation, où il n'y a pas d'eau potable, bien là, tu comprends aussi que ça n'arrive pas par miracle, hein, d'ouvrir le robinet et avoir de l'eau potable. Là. Donc, c'est ça. Voir c'est ça une société aussi, la myriade de composantes qui doivent interagir pour qu'on puisse avoir une vie. Mais comme tu dis, ce qui arrive, c'est qu'on oublie qu'il y a eu ces combats-là, puis justement, c'est l'espèce de confort dans lequel on vit, on pense qu'il est juste... qui a toujours été là. Naturellement comme ça, puis que les choses sont comme ça. Puis des fois, ça peut faire paraître les combats d'aujourd'hui comme étant, je sais pas, plus futiles parce que ça... On a déjà un confort, mais ce combat-là, vous continuez de construire aussi le confort de demain, tu sais, qu'on va finir par prendre pour acquis. C'est comme dans une espèce de cycle aussi. Puis ça peut nous être enlevé. Regardez l'avortement aux États-Unis. Ouais. Regardez le projet de loi 89 du gouvernement qui vient vraiment gruger le droit de grève qui est pourtant constitutionnellement reconnu. Nous, en tout cas, c'est un projet de loi qu'on va contester juridiquement, puis probablement qu'il y a des bons pans de ce projet de loi qui risquent d'être invalidés d'ici plusieurs années parce qu'il va falloir se rendre en Cour suprême, dépenser beaucoup... Oui, c'est ça, dépenser beaucoup d'argent. Donc, le combat ne se termine jamais là, parce qu'il faut toujours se battre pour continuer d'avoir des gains, mais aussi pour ne pas perdre les gains qu'on a déjà faits. Oui, puis tu sais, je vais vous parler de 2 grèves qu'on a en ce moment à la CSN. J'ai une grève où les personnes gagnent un salaire tellement bas qu'à chaque fois que le salaire minimum augmente, ça se rapproche. Là, avec la dernière augmentation du salaire... En fait, avant la dernière augmentation du 1er mai, il y avait des gens avec 20 ans d'ancienneté qui gagnaient 15 cents de plus que le salaire minimum. La demande du syndicat, c'est de dire, on aimerait ça qu'on détermine, c'était quoi, au début de la convention, là, c'était quoi notre salaire par rapport au salaire minimum? Puis ça garde la même ratio. Qu'on garde la même ratio. Ouais. L'employeur dit non, on est en grève pour ça. J'ai un autre endroit, on est en lock-out. L'employeur s'est présenté à la table de négociation, puis il a dit, moi, je vous ai racheté, puis je veux que ce soit ici comme dans les autres entreprises que je possède. Et moi, je vous enlève votre régime de retraite, je vous enlève votre régime d'assurance collective, puis comme vous gagnez trop cher, je vous offre 0% d'augmentation salariale pour les 4 prochaines années. Ça fait que il se présente à la table de négo puis il dit, là, vous allez être plus pauvre. Puis pas à peu près pendant 4 ans. Alors, ça, c'est des grèves qu'on fait. Puis je pourrais vous donner un exemple... dans le transport scolaire. Dans le transport scolaire, le salaire moyen est 25 000 $ par année. Pas juste à cause des bas salaires, mais aussi parce que c'est pas nécessairement des jobs à temps plein. Tu travailles un peu le matin, tu travailles un peu le soir. Puis ça a vraiment créé un problème d'attraction de main-d'œuvre. Il y a des routes
de transport scolaire qui était annulé carrément le matin parce que la compagnie d'autobus disait on n'a juste pas de chauffeur, on n'a juste pas de chauffeuse. Puis nous autres, ça faisait longtemps qu'on demandait au ministère de l'Éducation d'en tenir compte dans les subventions au centre de services scolaires pour le transport scolaire, ce que le ministère a fait. En disant on va bonifier ces enveloppes-là et ça va permettre aux entreprises d'offrir des salaires plus attractifs. Croyez-le ou non, une place sur deux a fallu faire la grève pour aller chercher ce salaire-là. J'ai un endroit où le PDG de la compagnie, quand l'enveloppe qui a été payé à même nos taxes, parce que c'est de l'enveloppe qui vient du ministère de l'Éducation. Quand son enveloppe a été bonifiée, il s'est voté une augmentation salariale de 30 %, ce qui porte son salaire de propriétaire de compagnie d'autobus scolaires à 2 fois celui du premier ministre du Québec, tout en refusant d'augmenter le salaire de ses travailleurs qui ont dû faire la grève pour pouvoir aller chercher. Alors, c'est ça qui est le plus fâchant, quand que tu le sais que c'est pas parce que la compagnie, là, c'est difficile ce temps-ci, puis tout le monde se retrousse les manches, puis tout le monde est là-dedans ensemble. C'est comme quand tu vois que le PDG se fait des augmentations de salaire. Quand tu vois que Amazon, Jeff Bezos, c'est la personne la plus riche sur la Terre, mais que les gens dans les entrepôts sont sous-payés, tu te dis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, exact. Moi, parallèlement à faire des podcasts, je fais de la musique dans la vie, puis souvent, il faut négocier nos salaires comme n'importe qui, puis là, avec les producteurs de spectacles ou avec les gens qui nous engagent, tout ça, puis c'est une industrie qui n'arrache, puis c'est difficile pour tout le monde. Des fois, les producteurs, je le sais, que comme sont pas de mauvaise volonté, puis qu'eux autres s'en mettent pas plein les poches non plus, puis qu'ils nous donnent le plus qu'ils peuvent, mais parce qu'ils croient, parce qu'ils veulent, ils veulent faire un show, puis on veut tous faire un show ensemble, puis tu dis, OK, je vais faire une concession là, mais des fois, tu le sais aussi, là, tu dis, OK, là, la salle est pleine, il y a 2000 personnes, tu fais un petit calcul, ça rapporte tant, moi, je payais tant, ça n'a pas de bon sens, là, quand tu le sais qu'il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches au top, c'est plus tough. C'est plus tough à défendre, puis ça donne le goût en maudit d'aller se battre pour des conditions en ce moment-là. Tout à fait. Puis nous, à la CSN, quand un employeur allègue des difficultés financières, on lui dit tout le temps, montre-nous les chiffres. Puis on a des outils, on s'est donné des outils à la CSN, dont un qui s'appelle MCE Conseil, MCE pour maintien et création d'emplois. C'est une firme de comptables, puis de recherchistes. Et quand l'employeur est de bonne foi, puis qu'il dit oui, j'ai vraiment de la difficulté, puis oui, je suis prêt à montrer mes chiffres, on fait rentrer MCE Conseil dans le dossier, signe des ententes de confidentialité, puis MCE va regarder, c'est-tu vrai? Puis si c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir en préservant le plus possible les conditions de travail? Parce que des fois aussi, les personnes, c'est la solution facile. La plupart des entreprises, ton gros poste budgétaire, c'est les salaires. Fait que quand ça va mal, tu te dis, c'est là que je vais couper. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Et on offre ça aux entreprises. Ça vient avec ta cotisation syndicale. Là, c'est gratuit. Puis quand les employeurs sont de bonne foi, oui, puis ils sont toujours contents. Quand ils refusent de le faire, ça répond à la question de l'autre bord. Peut-être vous n'êtes pas si tant dans le trouble que ça. Ouais, c'est ça. Puis, mettons que je veux jouer à l'avocat de la perception publique. Oui. Quand l'employeur, c'est l'État, puis que, en ce moment, la seule chose qu'on entend, c'est qu'on manque d'argent pour tout. Fait que là, t'ouvres la télé, puis là, c'est Maisonneuve-Rosemont, puis là, il n'y a pas d'argent pour ça, Puis là, c'est tel autre hôpital à Rimouski, justement, je pense, ou à Arthabasca, justement. Puis là, telle autre affaire, puis là, on n'a plus d'argent pour les augmentations des professeurs. On n'a plus d'argent, puis là, il y a des revendications de tout le monde. Puis là, c'est tel groupe et fait la grève. Les CPE, les enseignantes, les chauffeurs d'autobus, la RTC, puis là, c'est tout le monde fait la grève. Puis là, tu te dis, la SAQ, mettons aussi, puis là, tu te dis, les médecins. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, les médecins, ils sont... Les médecins sont corrects. Mais tu te dis, comment qu'on va payer toutes ces revendications-là? Puis à un moment donné, on dirait que, puis là, encore une fois, c'est ça, je fais l'avocat de la perception publique par rapport aux syndicats puis aux grèves. Je me dis, si tout le monde veut tirer sa couverte, quand il y a déjà plus de couverte, comment qu'on avance? Comment qu'on réussit à... Puis la réponse, j'imagine, tu vas me la donner, mais... C'est sans doute dans le fait que le gouvernement dit qu'il n'y a plus d'argent parce qu'il y a de l'argent qui est dilapidé un peu partout dans plein d'affaires qui n'ont rien à voir avec les personnes clés qui font rouler notre société. Là. Mais je te lance cette question à bout ouverts. Écoute,
quand le gouvernement de la CAQ a été élu, il a bénéficié des surplus emmagasinés par la fameuse austérité du Parti libéral de M. Couillard. Et oui, il l'a un peu dilapidé. Il l'a dilapidé d'abord en baisse d'impôts. Ouais. Les plus pauvres du Québec, ils ne payent pas d'impôts. Ça fait que ça n'a pas amélioré leur sort. Ceux qui en payent juste un petit peu, ils ont peut-être eu 200-300 piastres. Mais collectivement, c'est 1,7 milliard d'impôts dont on s'est privé la première année, encore plus la deuxième. C'est ça, c'est le point des baisses d'impôts. J'ai juste vu le tableau à Radio-Canada, à RDI, parce que là, Mark Carney a fait son décret de baisse d'impôts. Puis là, tu vois la baisse d'impôts, c'est comme... C'est quoi pour les gens qui font en bas de 75 000, je pense, puis c'est genre 300 piastres. Puis comme 300 piastres, là... Oui, c'est 300 piastres. Oui, c'est 300 piastres. Mais 300 piastres en 2025, là, tu le verras même pas sur ton retour d'impôt. Là, tu t'en rendras même pas compte. Mais à la collectivité, c'est des milliards de dollars. Là. Baisse d'impôt, c'est le plus gros scam électoraliste c'est tout le de temps, l'histoire. c'est tout le temps vendu comme étant pour justement alléger les personnes qui sont en difficulté, puis les personnes les ça plus vulnérables. allège les milliardaires. Ça allège les millionnaires. Ça allège les gens qui payent le plus d'impôts. Puis dans notre système économique, on aime ça comme ça, c'est des gens qui ont le plus d'argent qui payent le plus d'impôts. Puis les gens qui profitent le plus des programmes sociaux, c'est les gens plus défavorisés. Fait que tu sais, c'est comme un non-sens, en fait. Ou bad lucky. Moi, j'ai été malade une fois, puis je me suis dit, moi, je pense que cette année, j'ai pas mal récolté tout l'impôt. C'est ça. Mais bref. Donc, tu veux jamais être rendu... Dans notre société, tu veux jamais être rendu à récolter tout ton impôt. Oui, c'est non, ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, effectivement. Fait que ça, c'est le premier des choses. Après ça, les chèques qu'il a distribués aussi pendant la pandémie. Tu sais, donner un chèque de 500 $ à des personnes qui pouvaient gagner jusqu'à 100 000 $ par année. Si tu gagnes 100 000 $ par année. Donc, tu sais... T'as pas besoin de ça. Bon, ça, par ailleurs, c'était on va continuer à bien parler français. C'est un one-shot. C'est pas comme les baisses d'impôts année par année. Après ça, ben aussi, quand on disait les baisses d'impôts, c'est la plus mauvaise idée de l'électoraliste, ben il y a eu d'autres idées électoralistes. Je veux faire mes maisons des aînés. Je vais laisser ma marque. Ça va bien paraître. Ça paraît moins bien que de rénover des CHSLD. Ouais. Malheureusement. Même chose pour les maternelles 4 ans. On n'est pas contre les maternelles 4 ans, mais nous, quand on est allé en commission parlementaire, on leur a dit c'est parce que maternelle 4 ans, il manque 2 affaires. Il manque des locaux puis il manque des profs. Ouais. On manque de profs déjà. C'est ça. Pourquoi pas consolider les CPE? Oui. Alors, il nous manque plus de 26 000 places en CPE encore. Et c'est pas... Les CPE, là, quand on a créé les CPE à la fin des années 90, le PIB du Québec a augmenté. Parce que les femmes ont pu vraiment aller sur le marché du travail. Tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Là, si c'était pas de nos CPE, là, on serait encore plus dans la chenoute qu'on est là. Ça fait que, puis on l'a vu pendant la pandémie aussi. C'est notre filet social, nos services publics, c'est pas juste de la charité pour aider du monde. C'est bon économiquement. Tu sais, une usine, là, elle a besoin d'une route, là, puis elle a peut-être besoin d'un port pour faire... Mais elle a aussi besoin d'école, puis elle a aussi besoin d'un service de santé. Ça fait que, bon, après ça, des décisions financières, bon, ça clique. C'est la moins bonne gestion. Toute la filière batterie. Puis c'est... Je dirais, l'idée... La liste est quand même longue. Oui, la filière batterie, c'est une bonne idée, mais ils n'ont pas misé sur le bon cheval. Donc, bon, le troisième lien, on va se le dire aussi, là, quand on parle d'électoralisme, tu sais, on a 48 millions pour ça, mais on n'était pas capable de trouver les 70 millions pour partir les travaux à Maisonneuve-Rosemont. Donc, ils ont dilapidé notre argent. Puis ça aussi, c'est la différence entre... Puis tu l'as très bien expliqué. Qu'est-ce que je fais avec mon 200$ tout seul? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 milliard collectivement? Oui, c'est ça. Puis, OK, oui, ça, je suis d'accord avec tout ça. Puis je vais être le premier à critiquer le gouvernement de la CAQ. Je trouve que c'est un désastre économique et même social. Mais il n'y a pas juste eux autres, hein, ceci étant. C'est eux autres pour l'instant, mais c'est pas les premiers à avoir fait ça. Sauf que là, on peut facilement pointer des projets qui sont aujourd'hui. Mais là, on est dans une situation financière dans laquelle on est en ce moment. Les fonds publics sont dilapidés. On les a pas, on les a plus, ils sont perdus. Puis là, tout le monde,
on en revient à ce que je disais tantôt, de t'ouvres la télé, puis tout le monde veut des augmentations, tout le monde veut une meilleure convention collective, tout le monde veut des meilleures conditions de travail, puis je peux pas être contre la vertu, tu peux pas être contre la tarte aux pommes. Évidemment que les enseignants ont besoin d'avoir des meilleures conditions, puis peut-être pas un meilleur salaire nécessairement, mais des meilleures conditions définitivement. Même chose pour toutes les autres. On a dans le secteur public, il nous reste 3 ans et demi là, avant de recommencer. Ça fait que c'est pas ça, mais en même temps, tu sais, c'était quoi l'alternative? Parce que, prenons la santé, tu sais, il y a beaucoup de personnel qui déserte le public. Ça oblige le public à faire affaire avec des agences qui, elles aussi, nous coûtent énormément. Plus cher que le staff eux-mêmes. Exact. Tu sais, donc, et c'est ça, gouverner. Gouverner, là, c'est voir 360 puis voir loin. Ça veut dire voir plus loin que la prochaine élection et avoir un plan de match global et pas juste régler les problèmes à la petite semaine, puis régler graisser la roue qui grince le plus fort. Puis on a de la difficulté avec ça. Puis je dirais du côté des entreprises aussi, là, quand tu es coté en bourse, là, tu vis de 3 mois en 3 mois, hein, parce que tes états financiers sont publiés de 3 mois en 3 mois. Alors, nos entreprises ont besoin d'investissements à long terme pour les changements technologiques, des changements aussi technologiques et environnementaux. Peut-être quand que... tu as les actionnaires qui te checkent à chaque 3 mois, chaque trimestre, tu as de la misère à avoir une vision à long terme. Il y a quelqu'un qui a dit qu'une des façons de réformer le capitalisme, ce serait de dire que les états financiers ne seraient publiés qu'aux 6 mois. Juste ça a l'air anodin, là, mais déjà, ça donnerait une autre posture. Ça fait que, moi, c'est ça qui... j'aimerais moins de politiciennes, puis plus d'hommes et de femmes d'État. Oui. Je comprends la différence, effectivement. Puis le système d'élection à chaque 4 ans, puis de personnes qui peuvent rester au pouvoir, là, c'est un système qui est tough quand même parce que ça fait que tu veux pas juste laisser... Tu vois pas plus loin que la prochaine élection, effectivement. 4 ans, c'est court, là. 4 ans, c'est court dans dans la vie politique, là, dans une société, là. Puis, tu sais, pour reprendre l'analogie de la... Là, je fais juste dire qu'on est rendu que quand je suis devenue à FNEC en 2012. Hein? Oui. On est encore là dans l'histoire. On va continuer le chemin. Mais pour reprendre l'analogie de la couverte, là, parce que souvent on entend ça, là, le patronat tire la couverte de son bord, le syndicat tire la couverte de son bord, puis là, c'est juste naturel et humain. Je pense que tout le monde veut plus pour son parti. Mais comment qu'on sait quand on négocie quand que la couverte est dans le milieu, puis que... D'abord, depuis les années 70, des années 70 jusqu'à 2015, le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses a au mieux stagné et souvent baissé. On a recommencé à reprendre du pouvoir d'achat à partir de à peu près ça, 2015. Et ça a redescendu un peu avec la pandémie, puis après ça, ça a augmenté. Puis ça, c'est dû à 2 choses. Il y a moins de main-d'œuvre, puis parce que notre société est vieillissante, puis on a connu des taux d'inflation importants. Donc, ça, c'est des indices. Puis moi, je ris tout le temps, jaune, quand on dit au Québec, les syndicats sont puissants. Si on était si puissant que ça, il n'y aurait pas... Puis demandez aux banques alimentaires. Là, les banques alimentaires vont vous dire 20 de notre clientèle sont des travailleurs, des travailleuses. Il y a plus de monde dans la rue maintenant que quand le taux de chômage était 2 fois plus élevé. Moi, j'ai connu ça là, dans ma vu que j'ai à peu près... Je pense que si on combine vos âges... Oui, si on combine vos 2 âges, ça donne à peu près le mien. Mais moi, je me souviens de ça, des taux de chômage à 12, 13, 14 là. Là, on est entre 5 et 6. Là. Mais il y a plus de monde dans la rue. Donc, le pouvoir d'achat du patronat, lui, il n'a pas tant descendu. Non, les inégalités augmentent. Les inégalités augmentent. Il y a des entreprises où le PDG gagne 300 fois le salaire moyen. Dans les années 70, c'était plus proche de 30 fois. Donc, et c'est la même chose aux États-Unis. Tu sais, on va vous dire le salaire moyen aux États-Unis est autour de 80 000 $. Si vous enlevez les 100 personnes les plus riches des États-Unis, les 100 personnes, là, sont 300 millions.
ben ce salaire moyen-là tombe à 40 000 Mm-hmm. Tu sais, donc... Non, c'est ça, j'avais vu cette statistique-là. Là, les États-Unis, ils se pavanent en disant voici notre salaire moyen, mais t'enlèves le top 100, puis ça drop de 30 000 $ direct là. Exact. Ouais. Je veux dire... Là, ça devient un salaire quasiment du tiers-monde. Oui, genre en bas. Là. Mais Bill Gates rentre ici, puis on est tous milliardaires là, ça, en moyenne. Ouais, non, mais 4 milliardaires dans cette pièce-là. C'est ça, mais on ne l'est pas. Alors, c'est ça, c'est vraiment sur les inégalités qu'il faut qu'on travaille. Puis les inégalités nous coûtent cher. Ils nous coûtent cher en services sociaux, ils nous coûtent cher en sécurité, ils nous coûtent cher en paix sociale, en santé mentale. Donc, c'est vraiment à ça qu'il faut s'attaquer. Puis, c'est drôle parce que j'ai fait partie d'un panel là, qui analysait les résultats électoraux fédéraux. Là. Ils m'ont demandé c'est quoi le sujet qu'on a ignoré pendant la campagne électorale. Puis j'ai dit c'est le sujet qu'on ignore tout le temps, c'est les pauvres. Tu sais, on parle de la classe moyenne, là, mais il y a des gens... Moi, je me promène, là, puis... Il y a des syndiqués qui me disent moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas acheté de beurre. C'est juste trop cher. Ouais. C'est juste trop cher du beurre. Mais le yogourt, s'il n'est pas en grosse vente, mes enfants, ils n'en mangent pas là, parce que c'est difficile. Tu sais? Fait que... Aussi, la classe moyenne, c'est qui puis c'est quoi? J'ai l'impression que c'est comme une espèce de terme fourre-tout, que les gens les plus pauvres se reconnaissent là-dedans. Parce que j'ai vu aussi un graphique l'autre jour, je ne sais pas si c'est tiré de quelle étude, mais que souvent les gens plus pauvres ont tendance à surévaluer leur statut puis leur revenu, puis les gens les plus riches ont tendance à sous-évaluer puis penser qu'ils sont moins riches qu'ils sont. Fait que j'ai l'impression que tout le monde se reconnaît un peu dans ce terme-là, on va aider la classe moyenne. Mais c'est moi ça, tu sais. Mais il y a des gens plus pauvres que la classe moyenne puis des gens plus riches aussi. Moi, je me considère, puis tu sais, je me souviens de mes années quand j'étais étudiante, c'était un peu moins le cas, mais moi, quand je rentre à l'épicerie, là, je peux m'acheter n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est un privilège. Mais ça. Absolument. C'était Olivier Jacques qui, pendant la campagne qu'on a reçue ici pour analyser les différentes propositions des partis, qui m'a fait réaliser que toutes les politiques qui sont annoncées pour aider la classe moyenne, ou une grande majorité de ces politiques-là font juste aider les riches. Parce qu'il donnait l'exemple de que, OK, on va augmenter la limite de comment vous pouvez cotiser à vos CELI. Puis là, c'est comme, OK, mais ceux qui sont rendus à maxer leur CELI à chaque année déjà, là, c'est qui en font de l'argent. Là, c'est qui a du lousse. C'est qui ont du lousse. Là, fait que là, de rajouter 1 500$ de plus par année sur ton CELI, c'est... OK, mais ça aide pas les travailleurs là, qui sont dans les banques alimentaires. Ça leur donne pas de coup de main. Là. Tu sais qu'on était rendu en 2012? Oui, oui, j'ai une autre question après, mais on va finir ça avant. OK. Non, mais c'est parce que Tout à fait, non, c'est intéressant. On est parti sur une belle tangente. C'est ça. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2017. Et en 2017, c'était le congrès de la CSN. Je me suis présentée pour être première vice-présidente. À la CSN, c'est la première vice-présidente. Combien il y a de monde à la CSN? 6. Au comité exécutif, on est... Mais de membres? Combien? Non, mais de membres, mais aussi d'employés. OK, on est 330 000 membres. Okay. À peu près 600 personnes travaillent à la CSN, mais il faut distinguer. Moi, je ne suis pas une salariée de la CSN, je suis une élue. Ouais. Donc, c'est un peu comme le Parlement. Tu as les députés qui sont élus, puis après ça, tu as les fonctionnaires qui travaillent. Donc, il y a à peu près 600 travailleurs à la CSN. Puis après ça, on est divisé en 8 secteurs professionnels. Donc, il y a 8 fédérations. Puis on est divisé aussi sur une base régionale. Il y a 13 régions administratives au Québec. Donc, on a 13, on appelle ça des conseils centraux dans notre jargon, là. Donc, mais il y a 13 structures régionales. Donc, moi, j'ai quitté une structure de fédération sectorielle pour m'en aller au comité exécutif de la CSN où on est 6. Donc, je suis devenue première vice-présidente. Première parce que c'est celle qui remplace la présidence quand la présidence ne peut pas agir, mais c'est surtout cette personne-là qui fait la négociation du secteur public selon les statuts et règlements de la CSN. Et donc, je me suis tapé la négociation du secteur public pendant la pandémie. Ce qui a été une partie de plaisir. C'était vraiment quelque chose. Et puis, quand le président de la CSN a quitté en 2021, j'ai été élu. Il y a eu des élections.
mais j'ai été élue présidente, donc je suis présidente depuis 2021. Ça fait, donc, c'est la même chose, là, c'est au mois de mai-juin, c'est toujours au mois de mai-juin, nos élections. Là. Y a-t-il une durée de temps? Les mandats, c'est des mandats de 3 ans, parce que, c'est comme je vous disais, là, cette année, c'est toutes les régions qui sont en congrès, l'année prochaine, c'est la CSN, l'année d'après, c'est toutes les fédérations. Donc, moi, mon mandat prend fin en mai l'année prochaine, 2026. Si je me représente, ben, ça va être pour un mandat de 3 ans. Il y a d'autres, c'est ça, tu peux te représenter. Là. Oui, il n'y a pas de limite. Donc, mais c'est ça. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est fatigant, j'imagine. Là. Ben là, les gens commencent à me poser la question. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai réfléchi sérieusement, mais habituellement, on l'annonce à nos membres quelques mois avant le congrès parce que si tu te représentes, c'est pas si tant grave, c'est si tu te représentes pas. Tu sais, on veut pas être un canard boiteux pendant 1 an. Là. Ouais. Tu sais, donc, mais malgré que j'ai vos âges combinés, j'ai encore de l'énergie. Ouais. Je suis pas à bout d'âge encore. J'ai pas droit à ma RRQ. Où en est le dossier Amazon? Oh mon Dieu. Parce que, juste pour remettre en contexte, là, Amazon qui ont fermé leur entrepôt suite à la syndicalisation de leurs employés à Laval, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, Amazon, c'est 6-7 entrepôts au Québec. On avait réussi à en syndiquer un, puis on était pas mal en passe d'en syndiquer un, peut-être 2 autres. Puis des conditions de travail exécrables, c'était ça principalement. Ça ressemblait à quoi un travailleur chez Amazon? Tout ce que tu fais scanner à la seconde. Ouais. Bip, 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 bip. Et tu dois lever des colis, puis c'est pas toutes des enveloppes. Il y a des affaires qui sont très lourdes. Et Amazon a toujours refusé d'admettre ça, mais comme tout est scanné, à chaque jour, ils sont capables de voir c'est qui les 5 les plus productifs et les 5 les moins productifs. Ouais. Alors, si tu es 3 fois de suite dans les 5 moins productifs, il va t'arriver quelque chose. Même si tu as fait plus de travail que la veille, puis l'avant-veille, puis l'avant-veille, mais si tout le monde a travaillé plus puis est allé au bout d'eux, alors c'est vraiment pousser la machine humaine au bout. Énormément. En fait, c'est de considérer les humains comme des robots. En fait, vouloir qu'ils soient des robots, qui travaillent comme des robots. Exact. Énormément d'accidents de travail. Beaucoup de travailleurs étrangers qui sont pas au courant à quoi ils ont le droit s'il y a des accidents de travail. Absolument. Puis je dirais même, tu sais, la plupart des gens ne le savent pas nécessairement non plus. Ouais. Mais donc, puis Amazon faisait en sorte, non, on va te reposer. Donc, pas de déclaration d'accident, et pour tout ça, puis c'est un taux de roulement effroyable parce que tu peux pas rester chez Amazon longtemps. Physiquement, ton corps est pas capable de le prendre. Et tout ça pour à peu près entre 6 et 8 $ de moins que dans les autres entrepôts syndiqués au Québec. Je pense à l'entrepôt Jean Coutu, par exemple, Métro, c'est tous des entrepôts qui peuvent être syndiqués. Et Amazon, c'est une entreprise qui refuse systématiquement la présence syndicale. Pas juste chez nous, partout dans le monde. On est en lien avec des syndicats internationaux. D'ailleurs, il y a une journée mondiale d'action contre Amazon qui est le vendredi fou, le Black Friday, parce que ils ont documenté, par exemple, dans des usines à travers le monde, en Inde, où carrément les personnes n'avaient pas le droit de boire. Ils enferment les personnes dans les usines. On l'a vu même aux États-Unis quand il y a eu des tornades dans le centre des États-Unis. Il y a des endroits où ils ont interdit aux travailleurs de sortir de l'usine malgré les alertes de tornades. Donc, c'est vraiment... Livraison 24 heures. Ben, exact. Donc, la personne humaine vaut pas très cher chez Amazon. Donc, nous, on avait syndiqué au mois de mai l'année passée, ça fait 1 an. On avait commencé la négociation au mois de juillet. Puis, c'est sûr qu'au Québec, les lois... le Code du travail fait en sorte que la côte est moins longue à remonter pour être syndiqué. Il y en a une pareille. C'est pas simple. On a le droit de se syndiquer. Là, c'est protégé par les chartes, mais il faut faire ça en cachette parce que si le boss l'apprend, check-toi. Fait que donc, malgré tout, on avait réussi à syndiquer et il y a une disposition dans le Code du travail qui dit que quand c'est ta première convention collective puis tu sens que tu n'es pas capable de t'entendre, tu peux demander au ministère du
du travail de nommer un arbitre qui, lui, va décréter les conditions de travail. Et c'est ce qu'on avait demandé. Un arbitre allait se positionner pour arbitrer la première convention collective. Et c'est là qu'ils ont fermé. Et ils ont fermé pas juste l'entrepôt où on était syndiqués, mais partout, malgré le fait qu'ils avaient fait des investissements de plusieurs millions. En disant que c'était pas pour ça. En disant que c'était pas pour ça. Ouais. Malgré le fait qu'à Coteau-du-Lac, par exemple, ils ont fait dézoner des terres agricoles pour faire construire un immense entrepôt qui maintenant est vide. Alors là, on se présente en cours. On a commencé hier. Hier? On a commencé hier. On était chaud encore. Là. Oui, ça fait longtemps quand même. Là. Oui, ben c'était en janvier. C'était en janvier. C'était à la fin du mois de janvier. Je m'en souviens, j'ai donné 29 entrevues cette journée-là. Donc, ça, calculé, 10-15 minutes par entrevue. C'est pas tous des podcasts d'une heure. Ça prend des shots de miel et d'huile d'olive en chaque pour pas perdre la voix. Exact. À un moment donné, je dis, on peut-tu prendre une pause? Puis il y a quelqu'un qui me dit, ouais, il faudrait que tu manges. J'ai dit, never mind manger, je voudrais juste aller au petit coin. Ouais. Fait que, c'est pas des conditions de travail acceptables, non, ça. c'est ça. Je devrais me syndiquer. Hein? Fait que, bref, on est en train de faire la preuve que c'était une décision antisyndicale, ce qui est illégal. C'est arrivé au Walmart à Jonquière. Ils ont fermé parce qu'ils étaient syndiqués. Ils ont été obligés de payer des bonnes compensations aux travailleurs aux et employés. Travailleurs. Exact. Et de réouvrir ou non? Non, tu peux pas ouvrir, tu peux pas forcer quelqu'un à faire de la business, là, mais tu peux mais tu peux compenser les gens qui ont perdu leur emploi. Oui, c'est ça. Puis je trouve que les meilleurs mots, ça a été ceux de François-Philippe Champagne quand la nouvelle est sortie, là, qui a dit, ben c'est pas comme ça qu'on fait des affaires au Canada. Ouais. Donc, si notre argent est assez bon pour Amazon, si on est assez bon pour lui comme consommateur, ben on devrait être assez bon pour lui comme travailleur, travailleuse, et il doit respecter nos lois du travail. Puis on a le droit d'être syndiqué, on a le droit de faire en sorte d'améliorer notre sort. Puis quand vous dites on a réussi à syndiquer, ça vient des travailleurs. C'est les travailleurs, à la base, c'est eux autres qui veulent se syndiquer puis qui se mettent ensemble puis qui disent, puis qui vous approchent en disant Oui, tout à fait, parce que sinon, ça marche pas. Hein? Pour syndiquer du monde, là, ça prend 50% plus 1. Ouais. Il faut qu'ils signent une carte, il faut qu'ils donnent une contribution de $2 pour signifier. Tu sais, c'est pas beaucoup, mais au moins, c'est un engagement de dire oui, là, je fais pas juste signer les yeux fermés. Et avant d'être accrédité, il y a un inspecteur du tribunal administratif du travail qui vérifie qu'on a vraiment au moins 50% plus 1 des cartes, puis qui vérifie que les cartes ont été signées de façon libre et volontaire. Et là, le syndicat est accrédité. Donc, je dois vraiment saluer le courage de ces personnes-là parce qu'ils savaient qu'ils s'attaquaient à gros. C'est poche pour eux autres parce que là, ils syndiquent puis ils perdent leur emploi. Oui, mais ils sont rentrés là-dedans les yeux grands ouverts. Ouais, je comprends. Je peux peut-être pas parler pour les 300 salariés. Là, au moins 151. Mais non, mais je peux parler pour le comité exécutif. Puis quand ils sont venus nous voir, on leur a dit, là, ça sera pas facile. Puis voici ce qui peut arriver. Puis voici ce qu'ils ont déjà fait aussi. Oui, voici ce qu'ils ont déjà fait. Puis nous, tu sais, oui, on va s'engager, puis on va l'amener, la bataille juridique. Mais après ça, tu sais, moi, je ne run pas d'entrepôt là, à CSN. Mais c'est quoi qu'on leur dit sinon? Sinon, on leur dit vous avez le droit de vous syndiquer, mais sauf si vous êtes employé par une grosse multinationale américaine, là, vous n'avez pas le droit. Donc, effectivement. Vous connaissez les risques qui encourent. Exact. Puis, c'est l'idée à la base même du syndicalisme. Hein. L'idée à la base même du syndicalisme, c'est qu'on est capable de prendre des décisions pour nous-mêmes. On est capable de décider c'est quoi nos demandes. C'est quoi qu'on veut demander comme convention collective. C'est quoi les moyens de pression qu'on est prêt à mettre pour les appuyer, ces demandes-là. Est-ce qu'on les accepte? Quand on a une offre patronale, est-ce qu'on les accepte ou pas? Donc, tout ça, c'est les travailleurs. Puis, tu sais, je me souviens d'une entreprise dans la Naudière où il y avait un employeur, la même affaire, là, il avait racheté, puis là, il avait dit, vous autres, vos salaires sont plus élevés qu'ailleurs, puis je vous offre des augmentations, des baisses salariales entre 5 et 7 $ de l'heure. Moi, c'est ça que je vous offre. C'est encore pire que l'autre, là, que c'était 0%. Ouais. Puis, les travailleurs sont allés en grève, puis dès le jour 1, ils savaient que possiblement l'employeur mettrait la clé dans la porte. Mais ils ont dit, nous, on ne veut pas travailler à 7 piastres $ de moins, on ira travailler ailleurs. Puis, on a un combat à mener. Les yeux grands ouverts. Ça fait qu'à un moment donné, c'est toi qui décides. Les yeux grands ouverts pour ceux qui se sont syndiqués à cet entrepôt-là à Laval, mais les autres qui travaillent dans les autres entrepôts qui ne sont pas syndiqués, qui eux autres aussi ont perdu leur emploi, est-ce que en allant
dans ce recours-là contre Amazon devant les tribunaux, est-ce que vous défendez aussi ces gens-là? Oui. Alors, ce qu'on demande, ce qu'on dit, c'est que... Parce que les autres, ils n'ont rien demandé, dans le fond. Non, effectivement. Quoique je rappelle qu'il y avait quand même 2 endroits où le processus de syndicalisation était avancé, mais ça fait exactement partie des raisons pour lesquelles on est en cours puis qu'on va défendre, puis on demande la compensation pour tout le monde. Et d'ailleurs, Amazon dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ça fait partie des objections préliminaires là, qu'ils ont mis sur la table. Puis bon, nos avocats travaillent. Mais... Ça doit être juste des petites sommes... Des petites sommes administratives là, en cours contre Amazon, ça ne doit pas coûter trop cher. C'est le process. Ce qui va coûter cher, c'est que ça va être long. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ils vont dépenser, Amazon va dépenser beaucoup plus d'argent. Ils vont dépenser plus d'argent en ça qu'en compensation. Ils vont perdre plus d'argent en fermant les entrepôts. Ils ont déjà perdu plus d'argent en fermant les entrepôts. Ils vont perdre plus d'argent juridiquement, mais c'est vraiment une question de principe. On ne veut pas dealer avec un syndicat. Le problème, c'est que c'est pas à l'employeur de décider, c'est au salarié. Mm-hmm. Un voyage de moins sur la Lune. Mais c'est quand même capoté que, tu sais, qu'ils préfèrent juste faire, on va tout fermer. On avait construit des entrepôts, acheté des terrains. On ferme tout ça juste par principe de ne pas vouloir discuter avec un syndicat. Oui. Nous autres, c'est du change. Là. Tout ça, même mais c'est parce que... Mais c'est ça, mais puis ce qui est encore plus frustrant, c'est que si c'est du change, puis si c'est pas un gros dossier pour eux, puis une grosse dépense, pourquoi vous les augmentez pas? C'est tout le modèle d'affaires qui s'effondre. On parlait de comment ça fonctionne, mais c'est un modèle d'affaires qui est fondé sur l'exploitation au maximum des ressources humaines. Les employés chez Amazon, là, c'est comme des Kleenex. Hein? Une fois que tu t'en es servi, tu le jettes, puis il y en a d'autres qui vont prendre la place, puis et ils font le strict minimum pour pas être illégal. Puis encore, là, ailleurs dans le monde où il n'y a pas les mêmes protections sociales, quand je dis fermer des portes d'une usine puis empêcher les personnes de sortir puis empêcher les personnes de s'abreuver, ça a été documenté en Inde. Là, c'est pas rien. Quand une compagnie est rendue à faire ça, c'est ça. C'est tout son modèle d'affaires qui s'effondre. Puis, tu sais, M. Bezos, puis je le connais pas personnellement, là, mais tu sais, quand c'est rendu que, oui, tu vas sur la Lune ou que tu te fais construire un yacht d'1 demi-milliard à Rotterdam, puis qu'il ne peut pas sortir du port de Rotterdam parce qu'il y a un pont qui est là depuis 150 ans, puis que tu dis à la ville, détruisez le pont, puis tu sais, vous en reconstruire un autre, puis je vais vous payer. Mm-hmm. Mais il faut être déconnecté. C'est indécent, là. Ils vivent dans un univers parallèle. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, là, moi, je rentre à l'épicerie, puis je peux m'acheter ce que je veux, là. Ouais. Lui, c'est comme ça. Partout. Je veux dire... fois 1 milliard. Fois quelques milliards, là, tu sais. Alors, il n'y a pas de limite. Ils viennent complètement déconnectés de ce que c'est que de gagner sa vie, là, puis de calculer. Ça me fait penser des fois à la question qu'on pose aux politiciens en campagne électorale, là, combien coûte un litre de lait? Alors... Combien coûte un appartement à Montréal? 500 $. À peu près 500 $. Oui. Non. non. Il y a certainement pas... Est-ce que c'est possible de faire son épicerie pour une famille pour 75 $? Oui, sûrement. Mais Jeff Bezos n'a probablement pas mis les pieds dans l'usine en Inde où les gens se font exploiter. Là, exact. C'est ça. Mais c'est fou. En fait, c'est indécent. Ouais. Puis, au sujet d'actualité, mettons qu'on parle de la loi 89. Oui. C'est pas encore une loi, là? Non, du projet de loi 89, devrais-je dire, qui vise à donner plus de pouvoir, en fait, aux ministres pour régir les grèves et les lockouts. Fait que si, de ma compréhension, ce serait de pouvoir amener de l'arbitration de tierces parties pour venir dicter un peu les règles de travail ou les conditions de travail. Pourquoi est-ce qu'on s'y oppose à cette règle-là? Le projet de loi fait 2 choses. Ouais. D'abord, je vous l'ai dit, c'est prévu par les chartes qu'on a le droit de se syndiquer et on a des jugements de la Cour suprême qui disent non seulement vous avez le droit de vous syndiquer, vous avez le droit à la négociation de bonne foi et vous avez le droit de faire la grève. Et
arrêt Saskatchewan. Tapez ça dans Google, puis vous avez des extraits du jugement de la Cour suprême qui disent, en essence, le travail est tellement au cœur de la dignité des personnes. C'est tellement important les conditions dans lesquelles tu fais ton travail, parce que le travail, c'est une partie très importante de ta vie, que on peut pas priver les travailleurs de moyens de pression pour améliorer leurs conditions de travail. Et en ce sens, la Cour suprême dit il est temps pour nous de dire que le droit de grève, c'est un droit qui est constitutionnel au Canada. Bon, une fois qu'on a dit ça, les droits... Puis ce qu'il dit aussi, dans une société libre et démocratique, le droit de grève devrait être le moins limité possible. Il reste limité. Par exemple, à la CSN, on représente et au Québec et à travers tout le Canada les agents correctionnels dans les prisons. Ouais. Ces personnes-là n'ont pas le droit de grève. C'est compris, c'est admis. À la CSN, c'est nous qui représentons le plus de travailleuses et de travailleurs dans le domaine de la santé. Il y a des services essentiels, c'est compris, c'est admis, et ils sont respectés à la lettre. Puis les syndicats se font un point d'honneur de les respecter, là. Puis si tu fais 42 minutes de grève, là, ben c'est vraiment vérifié. Alors, la première chose que le projet de loi dit, c'est, ben les services essentiels, c'est pas assez. J'aimerais ça que quand les syndicats font la grève, qu'ils puissent donner des services qui sont plus que des services essentiels. Le Code du travail prévoit que les parties peuvent déjà s'entendre sur des services à rendre pendant la grève. Puis je vais vous donner des exemples de profs de cégep, là, vu que je suis prof de cégep. Mais, tu sais, par exemple, au cégep de Sherbrooke, on a un programme santé animale. Fait que même si on fait juste une journée de grève, on s'entend avec l'employeur qu'il y a quelqu'un qui va venir nourrir les animaux. À Laval, ben c'est l'horticulture. Ça fait qu'on s'entend qu'il y a quelqu'un qui va arroser les plantes, là, puis peut-être qu'il y a un peu plus de l'eau sur ces plantes que ces animaux, mais on s'entend. C'est déjà prévu dans le Code du travail. Ce que le ministre dit, ben moi, je veux intervenir puis pouvoir demander au tribunal, ben dans tel conflit, là, ils sont pas assujettis aux services essentiels, mais j'aimerais ça qu'ils donnent des services pareils. Quand même. Ça diminue notre rapport de force et ça vient toucher à notre droit de grève, on pense que c'est anticonstitutionnel. Et ce qui vient nous choquer beaucoup, c'est si le ministre du Travail était venu nous voir puis nous avait dit, ben il y a eu quelques conflits, puis peut-être les services essentiels, c'était pas assez, puis peut-être qu'on aurait pu travailler, tu sais, le Code du travail prévoit qu'on peut s'entendre. On peut-tu élargir un petit peu? On peut-tu regarder ça? Puis regarder ça avec les patrons. Puis il y a plein de forums où on a des comités paritaires, patrons, syndicats pour discuter de ça. Ben non, ils nous envoient ça entre les dents. L'autre chose, puis c'est le bout dont tu parlais, c'est l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il dit, ben quand une grève va avoir duré assez longtemps, ben je vais pouvoir mettre fin à la grève, mettre fin à la négociation et dire, c'est plus au patron puis au syndicat de négocier, j'envoie ça à un arbitre et l'arbitre va décréter les conditions de travail. Et ça, ben, pour moi, c'est ce qui vraiment, ça risque d'être la partie plus facile à démontrer que c'est vraiment anticonstitutionnel. Et faut pas se leurrer. Dans le débat public, quand il y a eu les commissions parlementaires, les seuls qui étaient pour, c'était les patrons. Puis on parlait de couverte, là, parce qu'ils savent qu'avec ça amoindrit le rapport de force et ça fait en sorte... Imaginez un patron qui sait que s'il laisse traîner un conflit, ça peut être arbitré, puis l'arbitre, souvent, va couper la poire en deux. Le patron, il dit « j'offre 0%. » Tu sais? Fait que, OK, mais tu sais, n'importe quoi sur 0%, admettons, ça ne marche pas. Et il n'y a pas un professeur de droit du travail ou de relations industrielles. Et même les conseillers en ressources humaines ont dit ce projet de loi-là, il passe pas le test de la loi. Mais admettons qu'on prend un monde utopique où est-ce qu'un tierce parti indépendant sans parti pris ou sans intérêt qui viendrait décider des conditions de travail de façon impartiale et neutre, ce serait pas le meilleur scénario? Non, parce que, tu sais, pas juste le salaire qu'on négocie, hein. Il y a les horaires de travail, il y a comment ça... Ça, là, la meilleure façon... Les personnes qui savent ça, c'est les personnes qui sont dans le milieu de travail, puis j'inclus les patrons là-dedans. Je comprends. Puis d'ailleurs, souvent, parce que ça peut arriver qu'un arbitre va décréter des conditions de travail, là, il y a des endroits où ça arrive, les arbitres eux-mêmes, ils vont souvent
se garder une réserve et pas décréter des conditions très pratico-pratiques de travail parce qu'ils ne savent pas. C'est pas eux autres qui sont sur le plancher. Puis 95% des conventions collectives sont signées avec une poignée de main au Québec. Là. Puis même quand il y a des conflits de travail, c'est pas nécessairement des conflits qui sont longs, puis ça peut régler. Alors, tu sais, puis je donne un exemple, là, mais on a eu une usine de production où c'était vraiment les horaires de travail qui posaient difficulté. Le patron sortait les horaires aux 2 semaines, puis c'est une usine qui était ouverte presque 24/7, là. C'est une usine dans l'agroalimentaire, ça fait qu'il y avait 2 chiffres par semaine où c'était fermé pour l'entretien. Pas l'email, là, dans le fond. Non, c'était pas l'email. Puis, ça posait des problèmes parce que de 2 semaines en 2 semaines, tu connaissais pas ton horaire. Tu peux imaginer, toi, tu sais, puis ta blonde est infirmière ou tu es en garde partagée, etc., etc. Ça a été vraiment... Oui, mais même, tu sais, juste... La garderie, là, de 2 semaines en 2 semaines. C'était vraiment une difficulté. Puis, ils ont été capables de s'entendre sur un horaire de 3 fois entre 11 et 12 heures. Et les gens sont tellement contents. Il y a du monde dans l'usine qui disent, moi, là, comme je travaille juste... Oui, c'est 3 grosses journées, mais comme je travaille juste 3 jours par semaine, je connais tout le temps mes horaires, là, j'ai tellement pas le goût d'aller travailler l'autre bord de la rue où les salaires sont peut-être 2 ou 3 $ de l'heure de plus parce que je retournerai plus à 5 jours semaine. T'sais. Alors, voyez-vous, ça, là, des solutions comme ça, il faut que les parties se parlent. Se parler, moi, je comprends. Je comprends. L'argument derrière ce projet de loi-là, c'est quoi? C'est de protéger la population, finalement, qui des fois souffre de services qui sont pas rendus à cause des grèves, dans le fond? C'est ça? C'est l'argument du ministre, mais encore une fois, moi, je réponds 2 choses. Première des choses, parle-nous. Ouais. Si c'est le cas, parle-nous. Puis après ça, si on n'est plus parlable, tu sais, moi, je viens de parlable, mais pour être parlable, il faut qu'on me parle. Puis, après ça, si on n'est pas parlable, là, tu arriveras avec ton projet de loi. Tu sais, il est arrivé, je donne un exemple, là, le travail des enfants. Il voulait légiférer sur le travail des enfants. Il est venu nous voir, nous et les patrons. Puis, on s'est ostiné un petit peu. Puis, finalement, on s'est entendu sur quelque chose. Quand il est arrivé avec son projet de loi sur le travail des enfants, on s'est présenté en commission parlementaire. On avait 3-4 virgules à changer. Projet de loi 100, c'est un projet de loi qui revoit rien de moins que le mode de négociation dans le secteur public. Bien, le Conseil du Trésor, il nous a consultés. Puis c'est la même chose. On est en commission parlementaire mercredi prochain. On va se présenter en commission parlementaire. On a des amendements proposés. Tout n'est pas parfait, mais on commence la commission parlementaire en disant « C'est le fun. La présidente du Conseil du Trésor nous a consultés. Puis il y a des grands pans du projet de loi avec lesquels on est d'accord. » Ça fait que ça, là, c'est vraiment le problème numéro 1. Puis après ça, ben faut s'entendre. Tu sais, population vulnérable, ils parlent souvent du cas du cimetière Côte-des-Neiges. Le cimetière Côte-des-Neiges, c'est un syndicat CSN, je peux en parler. Ça faisait 5 ans qu'il était sans convention collective, donc sans augmentation de salaire, alors que le taux d'inflation s'y est entre 5 et 6 %. Moi, ça fait que le ministère du Travail n'a rien fait. Il a laissé pourrir ça pendant 5 ans. Comment ça se fait qu'il n'a pas assis les patrons en disant, là, vous pouvez faire quelque chose? Ça fait que c'est sûr que quand ça a fait 5 ans que tu n'as pas d'augmentation de salaire, ben oui, la grève a eu lieu. T'sais. Puis, au début, les gens avaient accès au cimetière. Il y a eu un gros orage et là, c'était plus sécuritaire. Puis la grève s'est poursuivie. Là. Mais là, les partis étaient campés. Puis ça a été une négociation très difficile. Ça fait que, tu sais, parlons-nous de vrais cas. Réglons les vrais problèmes. Mais là, c'est comme on a sorti le canon pour tuer une mouche. Là. Il n'y a pas un problème de communication pour l'opinion publique envers les syndicats, au sens où toutes les histoires que tu racontes aujourd'hui de négociations à succès qui ont amené à des meilleures conditions de travail, on les entend pas. Nous, ce qu'on entend, c'est la grève, c'est le stoppage de travail, c'est les conflits, c'est les négociations qui avancent pas, c'est les trucs qui s'en vont en cours, c'est le refus du projet de loi 89. C'est toutes ces affaires-là qui sont comme tout le temps des stoppages, puis qu'on a l'impression qu'on est jamais en train d'avancer. Puis quand il y a des avancées comme tous les exemples que tu viens de nommer, ça se rend jamais jusqu'à nos oreilles, là, tu sais. Fait que l'opinion publique envers les syndicats, c'est tout le temps dans le négatif parce que c'est rare, mais dans le sens où
Je nuancerais parce que dans la négociation du secteur public, on avait vraiment l'appui de la population. L'appui de la population fait le lien entre nos conditions de travail, c'est les conditions dans lesquelles vous recevez des services comme population. Les CPE. On a eu, encore une fois, l'appui majoritaire. Je parle de majorité, il y a toujours des gens. Donc, puis même le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, là, nous, on était en contact tout le temps là, avec l'association des gens, je me souviens plus du nom que ça porte, là, mais des gens qui avaient des personnes chères enterrées au cimetière, puis ils comprenaient. Mais, tu sais, c'est sûr que ce qui fait les nouvelles, c'est les sensations, puis il y a très peu de journalistes spécialisés en relations de travail. Puis il y en a de moins en moins, je vous dirais, comme dans d'autres sphères de la société, puis qui est capable de mettre ça de l'avant. Puis, ben, ça fait partie de ma job. C'est pour ça que je viens ici en ce beau samedi matin pour parler de ça. Puis, effectivement, c'est ce que j'essaie, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Puis, tu sais, les gens... Moi, ma mère est décédée maintenant, mais je pense qu'elle est morte, mais elle n'a jamais vraiment su ce que je faisais dans la vie. Elle n'a jamais vraiment compris ce que je faisais dans la vie. Puis, tu sais, les gens ont l'impression qu'on arrive à la table de négociation puis qu'on a juste à demander puis que le monde nous dise oui, là, non. Tu sais, puis même socialement, moi, quand j'étais première vice-présidente de la CSN, j'ai fait une commission parlementaire. Dominique Vien, qui était ministre du Travail à ce moment-là, elle avait fait un projet de loi sur les normes du travail qui faisait en sorte que dans les normes du travail, on allait avoir maintenant 2 journées de congé de maladie ou pour responsabilité parentale payée. 2. Avant, on en a toujours 10 sans solde, mais là, elle introduisait 2 payés. Il fallait entendre le conseil du patronat aller en commission parlementaire, puis s'ouvrir les veines, puis dire que c'était la fin de l'économie du Québec parce que ça coûterait trop cher, puis les pauvres petites PME, là, tu sais. Alors, c'est... bon... 7 ans plus tard, on les a, là, ces 2 journées-là. Puis même au Canada, dans le Code canadien, maintenant, c'est rendu 10 journées payées. Ouais. Alors, tu sais, l'économie... Alors, c'est une incompréhension des dynamiques du monde du travail. C'est une certaine polarisation du débat public. C'est certains chroniqueurs, chroniqueuses, gérants, gérantes d'estrade qui n'ont jamais été dans une assemblée générale de grève. Moi, c'est ça ma job. Moi, je suis porte-parole de la CSN, puis pour bien porter cette parole-là, il faut que je sois avec les syndiqués. Il faut que je sois sur les lignes de piquetage. Quand les syndicats fêtent leur anniversaire, il faut que je sois là. Quand ils font des barbecues, j'en mange des hot dogs dans une année, moi, vous ne pouvez pas savoir. Les pochettes de blé d'Inde barbecue. Là. Exact. Pas trop de spaghetti. Note aux syndicats. Ouais, beaucoup de ça, mais ça, c'était surtout pour les ramasser des fonds, oui, les super spaghetti. Ça fait que, voilà. Mais bref, du poulet, on mange du poulet en masse. Mais, et de les entendre. L'anecdote que je vous contais sur le beurre, là, tu sais, j'ai ça parce que je les entends sur la en contact direct avec ça. Exact. Alors, tu sais, moi, j'ai vécu ça, là, être sur une ligne de piquetage puis voir un patron lancer des pinottes. Passer devant la ligne de piquetage en auto puis lancer des pinottes sur la ligne de piquetage, tu sais. Quand même capoté, hein? C'est fou. Puis après ça, t'es supposé pouvoir retravailler dans un climat sain, tu sais. Le gars t'a pitché des pinottes la semaine d'avant. C'est ça. C'est ton boss, puis il faut que tu lui dises vous, puis que ça me bon sens. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand je disais on est dans les relations de travail, puis dans les conflits aussi, là, des fois, il faut retravailler, puis il faut rebâtir, puis il faut pas tomber dans les mains. Tu sais, c'est le fun, ça serait le fun que dans la négo d'après, on soit pas obligé d'avoir un conflit, puis comment qu'on travaille ça. Mais c'est ça, ça fait partie de mon bâton de pèlerin, là, comment transmettre ça. Après ça, une fois que j'ai dit ça, les syndicats, c'est des organisations humaines. Donc, par définition, ils sont imparfaits, là. Je dis pas que... Mais c'est comme notre démocratie. Notre démocratie, elle n'est pas parfaite. Il y a des ministres plus meilleurs que d'autres, mettons. Mais quand on critique un ministre, on n'est pas en train de dire toute la démocratie est pourrie. Alors, des syndicats, des syndicalistes peuvent faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tout le syndicalisme est pourri, là. Tout à fait. Reste quelqu'un que les gens sont touchés dans leur quotidien, ça crée des frustrations. Ah, c'est clair. Puis j'ai l'impression que souvent, comme c'est les grévistes qui sont visibles dans le conflit puis qui sont dehors avec leur pancarte, ben plus souvent qu'autrement, on va dire ben maudit gréviste, il me bloque le chemin, ou ben maudit gréviste, Post Canada, moi je peux pas envoyer mon colis. Moi je klaxonne tout le temps pour supporter mais toutes les grèves.
Sauf que c'est ça qu'on voit, mais c'est plus rare qu'on va se dire maudit patron qui donne pas les bonnes conditions, qui font qu'ils sont dans la rue, là, mais en tout cas, mais bref, j'ai l'impression que des fois aussi le message ou la revendication est comme tu dis, est incomprise ou est pas, elle se rend pas jusqu'au public qui se rend compte que la grève, c'est un dernier recours, là, puis je pense pas que personne se lève le matin en ayant une envie incroyable d'aller faire la grève. Là, surtout avec le climat qu'on a. Ouais, exact, surtout au mois de janvier. Là. Quand tu fais ton X, là, je vote pour la grève, là, tu sais quand tu rentres. Tu sais quand tu sors, tu sais pas quand tu rentres. Ouais. Puis, c'est un sacrifice, c'est un gros sacrifice. Là. Puis, tu sais, je reviens sur le secteur public parce que c'est beaucoup de monde, mais mettons, la logique peut être la même aussi dans une grosse usine, dans une région, mais tu sais, si t'es coiffeuse, là, tu veux que les travailleurs du secteur public survivent. Parce que s'ils n'en ont pas d'argent, là, c'est la coiffeuse qui n'iront pas voir. Là, Fait que c'est ça aussi. Là, qu'est-ce qui fait tourner notre économie, c'est quand les gens ont cette marge de manœuvre-là. Donc, c'est peut-être aussi une disposition mentale où c'est soi-même se mettre peut-être en position de vulnérabilité, de reconnaître justement, oui, qu'on est vulnérable, que nous autres aussi, on est dans le bain de peut-être des gangs plus petits, puis que nous aussi, tu sais, alors, tu sais, c'est un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, hein, ce qui se passe. Trump, c'est une mauvaise réponse à des problèmes qui sont réels. Aux États-Unis, les gens ont faim. Les gens vivent dans l'insécurité. Tu peux faire faillite à cause de tes factures. Et puis là, quand, par exemple, Trump ou quelqu'un comme Trump arrive en disant c'est la faute aux immigrants, tu dis, OK, je l'ai, mon bouc émissaire. Au moins, il y a une solution. Oui, je l'ai, mon bouc émissaire. Alors, il y a aussi de ça qui participe à... puis ça, c'est comme société, il faut qu'on s'élève au-dessus de ça. Parce qu'en ce moment, aux États-Unis, si tu es un immigrant, tu as peur. Si tu es membre de la communauté LGBT+, tu as peur. Si tu es un fonctionnaire fédéral, tu as peur. Si tu es une femme, surtout dans les endroits où tu ne peux pas avorter, tu as peur. Un scientifique, un universitaire, un artiste, parce qu'il y a des musées, puis des institutions. Tu sais, donc, ça commence à faire beaucoup de monde qui ont peur, là. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super, très apprécié, puis c'était très intéressant. Merci. J'arrive au bout de mon kombucha. C'est parfait. C'est parfait. Excellent. Super belle conversation. Merci énormément. Merci beaucoup.